Alors, ces territoires connectés, ça avance comment? On en parle avec Nicolas Guérin, président de la Fédération française des télécoms et qui regroupe donc 18 opérateurs, parmi lesquels les principaux opérateurs télécoms connus du grand public, à l'exception de Free. Mais ça tombe bien, nous avons également en plateau Maxime Lombardini du conseil d'administration du groupe Iliad, donc représentant de Free. Également avec nous en visio Patrick Chaise, sénateur de l'Ain, ardent défenseur de l'échelon local et président donc de l'AVICA, association nationale qui regroupe les collectivités qui sont engagées dans l'aménagement du numérique de leur territoire, l'aménagement numérique. Je vais y arriver. Première question pour vous, Nicolas Guérin, puisque on en a déjà parlé ensemble de ce New Deal mobile. En 2018, l'ARCEP et le gouvernement annoncent des engagements des opérateurs pour accélérer la couverture mobile des territoires. Donc, point d'étape, où en sommes-nous ? Alors ça avance très très bien, puisque dans le New Deal, vous vous rappelez, il y a différents engagements qui ont été pris. Il y a d'abord le fait de généraliser la 4G à tout le territoire. Donc aujourd'hui, on est à 82% des sites des opérateurs qui ont été convertis à la 4G. Ça veut donc dire que 82% de nos concitoyens peuvent accéder à des services haut débit bien supérieurs par rapport à la 2G, à la 2G ou à la 3G. Et puis il y avait un autre dispositif aussi dans le New Deal qui est extrêmement important, c'était le fait de résorber les zones blanches. Donc on a aujourd'hui déployé plus de 762 nouveaux pylônes qui permettent à des zones d'habitation qui vont de quelques dizaines d'habitants à quelques milliers d'habitants d'accéder directement à la 4G et donc à l'Internet mobile et à la voie mobile, alors que jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas accès à ces services qui sont en général très très attendus. Maxime Lombardini, comment ça progresse sur le terrain ? Ça fonctionne bien. C'est une très bonne collaboration entre les services de l'État, les opérateurs, puisqu'à chaque fois on est 4 opérateurs sur le même pylône, donc il faut se mettre d'accord. Et c'était pas gagné à l'avance et tout ça fonctionne très bien. Et avec les élus également qui ont toujours un travail important à faire pour accompagner les installations de pylônes dans les territoires. On arrive donc encore à poser des antennes et des pylônes Alors c'est des endroits où c'est attendu. Oui. Alors paradoxalement, parfois quand ça arrive, ça peut susciter quelques résistances parce qu'un pylône c'est parfois visible. Mais on va sur des zones qui sont vraiment des laissés pour compte de la couverture. Et chaque jour, on a des pylônes nouveaux qui sont installés à des endroits où vraiment il n'y avait pas de débit ou pas de couverture tout court. Donc c'est des vraies révolutions localement, parfois pour assez peu d'habitants, mais ces habitants, ils comptent aussi. Alors, on va justement donner la parole au sénateur Patrick Chaise. Bonjour. Vous travaillez depuis une quinzaine d'années, je dirais, à la mise en œuvre de réseaux de communication pour les communes de l'Ain. J'ai l'impression que ça accélère plutôt bien à votre niveau. Et je me posais la question, justement, puisque vous avez un des premiers réseaux d'initiatives publiques départementaux en zone rurale. C'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de volonté, non, sur le terrain, pour que ça avance. Oui, alors déjà pour bien faire la différence, nous passons du mobile au fixe en parlant des initiatives publiques, puisque sur le mobile, les collectivités n'ont pas d'investissement à réaliser. Ce sont bien les opérateurs qui réalisent ces investissements. Alors, dans le cas du New Deal, les collectivités interviennent pour accompagner, pour pouvoir cibler certaines zones et donner des priorités. Ça a été une des négociations menées dans le cadre du New Deal et qui est plutôt efficace. Et aujourd'hui, sur le mobile, nous regardons cela avec bien sûr grand intérêt pour que les objectifs soient tenus. L'objectif étant effectivement, comme l'a dit Nicolas Guérin, donc la couverture à 100% du territoire en 4G. Sur les réseaux d'initiative publique, oui, vous avez tout à fait raison. En fait, pourquoi des réseaux d'initiative publique ? Tout simplement parce que quand on a commencé à élaborer les projets de fibre optique, la France a été finalement coupée en trois zones. Une zone très dense, les grandes villes, dans laquelle on a considéré que la concurrence pouvait se faire par les infrastructures. Et donc là, on a laissé aux opérateurs l'initiative de réaliser. Une zone intermédiaire, qu'on a appelée la zone AMI, qui a été une zone sur laquelle certains opérateurs, 2 opérateurs en fait, se sont proposés de réaliser des investissements en ouvrant leur réseau aux autres opérateurs. Ça a été donc une condition réglementaire de ça. Et puis tout le reste du territoire, où en fait il ne se passait rien. Et là, les collectivités, effectivement, ont pris leurs responsabilités
et ont pris l'initiative d'intervenir pour faire en sorte que l'ensemble du territoire national soit couvert. Donc à cette époque, il y a une quinzaine d'années, et puis c'est décliné au fil du temps, il fallait être visionnaire, et je crois que les collectivités l'ont été pour donc s'investir sur ce sujet. Alors, avant de continuer sur le fixe, je voulais terminer le point sur le mobile déjà. Il faut qu'on parle un peu de la 5G. Sur la 5G, c'est plus délicat, Maxime Lombardini, quand on arrive dans les territoires? Il faut être honnête, on n'est pas encore au même niveau de couverture que quand on parle du New Deal. Le New Deal, c'est apporter la 4G et la couverture. La 5G, elle est en train de commencer par des zones plus denses. Mais on voit que ce n'est pas forcément réservé qu'aux grands territoires, cette 5G, finalement, quand on observe les premiers déploiements. Alors, on a fait, nous, le choix de déployer des fréquences basses, des fréquences 700, qui permettent d'avoir une couverture très étendue. Donc, aujourd'hui, on couvre déjà plus de 50% de la population. Mais c'est vrai qu'on ne parle pas de la même couverture que le New Deal, qui va beaucoup plus loin à ce stade. Mais c'est normal, la 5G démarre tout juste. Ça vient de commencer, finalement. Un point sur la 5G aussi, Nicolas Oui, Guérin. sur la 5G, en fait, ça se déploie, on l'a toujours dit, qu'on allait faire un déploiement raisonnable, raisonné, en concertation avec les collectivités dans le cadre de débats locaux. Donc c'est ce qu'on fait. Donc ça prend un peu plus de temps que effectivement ce qui était prévu à l'origine. Mais enfin, on a quand même un bon rythme de déploiement, parce qu'aujourd'hui, on a plus de 12 000 sites qui sont en 5G. Je parle tout opérateur confondu, intégrant aussi nos camarades de Free. Donc 12 000 sites, plus de 12 000 sites, et plus de 2 800 sites qui sont sur des fréquences 3.4, 3.5, qui sont les fréquences qui ont été attribuées l'année dernière. Donc on a bien effectivement, comme vous le dites, une implémentation, un déploiement qui se fait dans les zones denses, mais aussi dans les zones moins denses. Et d'ailleurs, on a des obligations. On doit déployer faire un quart de nos déploiements dans ces zones moins denses, au bénéfice donc de zones qui par définition sont plus rurales ou moins urbaines en tout cas. C'est pas forcément le modèle qu'on avait sur la 4G. Je parlais des freins sur le terrain parce qu'il y a des grosses inquiétudes autour de la santé. Alors on a eu un rapport de l'ANSES plus ou moins rassurant. Ah, il est quand même extraordinairement rassurant. Je veux dire, quand vous avez un groupe d'experts qui vous dit qu'il est peu vraisemblable qu'il y ait un risque pour la santé pour des fréquences, c'est une étude scientifique qui est faite sur la base de milliers de documents. Une conclusion, il est peu vraisemblable. Je pense qu'on peut la traduire par « il n'y a aucun risque ». Pour la santé. Il manque aussi des mesures, c'est ça qu'on lit aussi dans le rapport. Ce que dit le rapport, c'est qu'il distingue effectivement les fréquences qui ont été attribuées là, qui sont les fréquences 3.4, 3.5, et celles qui seront utilisées dans 2-3 ans, qui sont les fréquences 26. Et c'est pour ces fréquences 26 qu'effectivement, l'ANSES dit il faudra regarder. On est totalement d'accord. Je pense que tous les opérateurs sont d'accord pour procéder à ces vérifications. Ces fréquences, elles sont exploitées vraiment d'ici 3 ans. On a le temps de faire ces mesures. Ce qui était important, c'est effectivement de rassurer sur les fréquences qu'on utilise en ce moment, c'est-à-dire les fréquences basses dont parlait Maxime Lombardini tout à l'heure, les fréquences 700, les fréquences 2100, et puis les fréquences 3.4, 3.5 qui ont été attribuées. Et là, je crois que le rapport de l'ANSES est sans équivoque. Il n'y a pas de risque pour la santé lié à l'exploitation de ces fréquences. Une réaction, Maxime Lombardini, là-dessus ? Travaille avec l'ANSES ? Oui, tout à fait d'accord avec Nicolas Guérin. Et point important, je crois que le déploiement de la 5G, on essaye tous de le faire de manière apaisée, dans des relations constructives avec les villes, donc au travers parfois de chartes qui ajoutent quelques mesures qui peuvent être rassurantes quand c'est nécessaire. Mais il n'y a aucun risque avéré à ce jour et l'ANSES le souligne. Alors, Patrick Chaise, vous êtes également membre du comité de concertation France Très Haut Débit. Et hier, le 11 mai, on a une publication de l'Observatoire du Très Haut Débit 2021 par la Fédération Infranum, mais aussi en partenariat avec l'AVICA. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette enquête annuelle qui donne une bonne image, finalement, de ce qui se passe concrètement sur le terrain ? Alors, ce que j'en retiens, c'est que le projet de déploiement de la fibre optique est vraiment à son apogée et se développe de façon très importante. Malgré la crise, qui était donc quand même une interrogation, puisque rappelons-nous qu'il y a un an, pratiquement aucun chantier n'était en route. Donc malgré la crise, 2020 a vu une année record en déploiement de nombre de prises, et ce qui est donc tout à fait à souligner. Et on imagine et on anticipe sur 2021 pour dire que 2021 sera aussi une année historique en matière de développement. Donc le chantier du déploiement de la fibre optique est vraiment sur sa lancée, même sur son pic. Les objectifs qui étaient de 80% de fibre optique déployée en 2022
seront atteints. On estime même aujourd'hui qu'on sera à peu près à 87%, donc plutôt au-dessus des objectifs. Et l'objectif donc 2025, qui est 100% fibre optique, reste donc tout à fait atteignable en fonction des éléments qu'on a pu découvrir hier. Sur lequel je voulais vous faire réagir aussi, c'est que j'ai vu dans l'Observatoire que déjà en 2021, on aurait plus d'abonnés fibres qu'ADSL en France. Exactement. Donc, enfin, on est sur le point de rencontre entre les deux courbes. Ouais. Donc, ça, c'est plutôt là aussi quelque chose de très révélateur, hein, qui démontre que la fibre pèse autant que le réseau cuivre aujourd'hui dans nos territoires. Là, je suis convaincu que vous auriez posé la question il y a seulement 5 ans, personne ne vous aurait donc donné cette prévision. Donc ça veut dire qu'il y a une appétence pour la fibre, que l'ensemble de nos concitoyens sont vraiment intéressés à cette technologie. Et la crise sanitaire, pour le coup, a certainement joué aussi son rôle, puisque, rappelons-nous qu'au 15 mars, on a tous basculé sur le numérique avec des utilisations ou des utilisateurs qu'on n'avait même pas imaginés. Et je pense notamment à l'éducation, puisque on n'avait jamais anticipé qu'on ferait des cours par le biais du réseau numérique. Pas à cette échelle, en tout cas, ouais. Mais alors pourtant, on voit l'échéance du plan France très haut débit à chaque fois retardée. Qu'est-ce qui se passe, Nicolas Guérin? Alors non, il n'a pas vraiment été retardé. L'objectif a toujours là, on est passé de 2022 à 2025, voire 2030. 2025, c'était effectivement 100% fibre. Donc ça, c'était la promesse d'ailleurs d'un candidat à la présidence. Et ça, c'est toute la France. En fait, les chiffres que vous citez qui ont été légèrement retardés, c'est la partie AMI sur la zone 2 que citait M. Chaise tout à l'heure, qui est effectivement la zone moins dense, sur lequel, à cause du confinement, à cause du Covid, à cause des problèmes de productivité, il y a quelques mois de retard. Mais on va résorber ce retard. Aujourd'hui, on a 25 millions de foyers qui sont raccordables à la fibre et 10,3 millions de clients. 10,3 millions de clients. L'année dernière, on a rendu raccordable 6 millions de foyers, plus qu'en 2019, une année qui était 100%, sans aucun confinement, sans aucun problème de production. Donc on rattrape ce retard. Il était lié à quelques mois de problèmes que tout le monde peut comprendre. On va rattraper ce retard et puis on va accélérer. Et on va accélérer non seulement sur ce volet de rendre les foyers raccordables, mais aussi sur le nombre d'abonnés. C'est ça la très bonne nouvelle de cet observatoire, c'est que pour la première fois, on voit véritablement une augmentation très très significative du nombre d'abonnés. Encore faible, 10,3 millions de clients. L'opérateur que je représente aimerait bien avoir un taux de remplissage, Orange, beaucoup plus élevé, 10,3 millions sur 25. Donc on a encore effectivement des progrès à faire et pour convaincre nos concitoyens de passer à la fibre. Et tout ça, c'est lié aussi, il faut le dire, on avait de la chance en France d'avoir un ADSL de bonne qualité, ce qui n'est pas tout à fait le cas partout dans le monde. Qu'est-ce qu'il faut encore mettre en place pour qu'on accélère davantage sur la fibre optique, Maxime ? La première chose que je voudrais dire, c'est que c'est un succès collectif énorme, ce déploiement fibre en France. On peut parler de retard, mais on est très en avance par rapport aux autres pays européens et apporter souvent plus d'1 gigabit à des foyers qui parfois n'avaient que 3-4 mégabits jusque-là en ADSL. Je pense au réseau d'initiative publique, par exemple. C'est assez extraordinaire. Et tout ça pour des prix qui sont assez bas. Enfin, on parle d'abonnements entre 20 et 40 euros. Comparé aux autres pays d'Europe, généralement. La fibre, on est plutôt autour de 40 quand même. Même 40 euros. Aux États-Unis, un équivalent, ça n'existe pas déjà, et c'est beaucoup plus cher. Et on trouve ça nulle part ailleurs en Europe. Donc un très grand succès et collectif, c'est-à-dire c'est les opérateurs, c'est la puissance publique, c'est localement tous les élus locaux, et tout ça fonctionne bien. L'appétit des Français est très fort. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour aller encore plus vite et remplir les réseaux ? Là, il y a une mesure, mais qui est, je crois, en préparation chez Orange, qui est d'arrêter déjà la commercialisation du cuivre, ne plus vendre de nouveaux accès sur toutes les zones où il y a déjà 4 opérateurs fibres et que le fibrage est bien fait. Donc là, l'incitation à migrer vers la fibre est très forte. Et puis, dans un deuxième temps, mais ça c'est entre les mains de l'opérateur historique qui détient le réseau, c'est le démontage. Mais la première étape est très importante, déjà d'arrêter de vendre de nouveaux accès cuivre. Ça veut dire qu'on crée des déménagements. Si les citoyens souhaitent quand même avoir de la DSL,
L'objectif, si je peux me permettre, c'est de les convaincre qu'effectivement la fibre leur apportera exactement les mêmes services, voire plus, voire beaucoup plus. Mais en tout cas, ils ne perdront rien. Oui, mais il y a toujours cette inquiétude de l'installation, la fibre qui va devoir passer dans mon jardin, traverser mes murs. C'est pour ça que le processus de fermeture du cuivre, d'abord, ça ne peut pas être qu'un processus de l'opérateur historique. Ça doit être un processus de marché avec le régulateur, avec les pouvoirs publics, avec nous aussi, nos autres partenaires, les opérateurs, qui sont aussi des clients d'Orange sur la partie cuivre. Donc il faut un processus de concertation. Et il faut rassurer, tout simplement, encore une fois, en matière de télécommunication, on a besoin d'expliquer et de rassurer les gens. Il faut les rassurer sur le fait que oui, peut-être va falloir tirer un fil du poteau vers leur maison, mais ça se fera très facilement en remplacement du fil. Faire des expérimentations. Voilà. Et donc c'est exactement là où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'on est en train de mener des expérimentations. On va continuer de mener des expérimentations. De quoi? On prend une ville, on prend une zone, et puis effectivement, on simule le processus de passage à la fibre. C'est-à-dire qu'on explique aux gens qu'effectivement, ils peuvent passer au cuivre, on leur montre comment ça se passe, on travaille avec tous les opérateurs, on travaille avec les entreprises qui sont sur la commune, etc., pour montrer à tout le monde que l'avant et l'après-fibre, ils auront plus de services, pas moins, et qu'il n'y aura pas de conséquences négatives de la fermeture du cuivre. Et ça, on a passé une étape très très importante l'année dernière avec une expérimentation à Lévis-Saint-Nom dans les Yvelines, et là, on va proposer à nos partenaires, aux régulateurs, 4 nouvelles expérimentations dans les semaines, mois à venir, pour justement poursuivre ce travail de pédagogie qui est extraordinairement important, encore une fois, pour que tout se passe bien et que le cuivre puisse s'éteindre tranquillement aussi, parce que l'idée c'est que les gens qui résistent, qui ne voudraient vraiment pas passer à la fibre, aient le temps de s'habituer. On parle de fermeture du cuivre en 2030, au final, de 2021 à 2030. Donc on a le temps aussi un petit peu. C'est vraiment 2 étapes. Une première qui est d'arrêter de vendre de nouveaux accès, donc des gens qui s'abonneraient aujourd'hui, qu'on leur propose d'entrée de jeu la meilleure des technos. Et ça, tous les opérateurs le font aujourd'hui. On arrête de proposer des abonnements ADSL? C'est ce qu'on va proposer. C'est quelque chose dont on discute avec le régulateur. Y compris chez Free? Alors nous, on le fait déjà sur toute la zone, c'est-à-dire importante, sur laquelle on peut proposer la fibre. On ne propose que la fibre. Prendre une analogie, ce serait un peu absurde. Ce serait vendre une télévision noir et blanc quand vous avez la télévision couleur. Alors on peut se dire qu'il y a des gens qui sont attachés au noir et blanc. Mais la question, alors on va peut-être enchaîner avec la fin du cuivre, mais la question de la fiabilité aussi, de la technologie. On sait que le téléphone, il a toujours fonctionné. Bon, sur l'Internet, c'est pas forcément aussi évident. Patrick Chaise, je voulais vous faire réagir quand même aussi sur cette question du déploiement de la fibre optique. Je disais au démarrage, il n'y a peut-être pas qu'une question d'argent, mais est-ce qu'on a une question d'argent quand même sur les déploiements de fibre optique? Est-ce qu'on a un problème de financement encore aujourd'hui? Alors, j'allais dire aujourd'hui, depuis peu, depuis le temps de relance, on garantit qu'on va donc sur du 100% fibre. Néanmoins, le réseau fibre optique, comme tous les réseaux, sont des réseaux vivants. Et il y aura donc des dépenses à accompagner. Je pense notamment à la mise en souterrain des réseaux, au renforcement de ces réseaux, aux extensions de ces réseaux, voire même aux branchements complexes, aux branchements longs, qui sont donc beaucoup plus onéreux qu'un branchement classique, bien sûr, de centre-ville. Donc tout cela, il va falloir effectivement mettre des outils d'accompagnement financier pour permettre d'assurer donc à la fois l'irrigation totale et l'accompagnement de la vie des réseaux dans les territoires ruraux, qui sont des territoires, évidemment, par définition, où l'équilibre financier est beaucoup plus complexe à atteindre. Alors, donc oui, il y aura des choses. Je voulais juste ajouter un chiffre de l'Observateur pendant que vous continuez à m'expliquer. C'est 2,1 millions de locaux en difficulté parmi les 6,5 millions restants. Quelles sont les difficultés qui sont rencontrées? Le coût, principalement. C'est-à-dire que quand vous avez un branchement en centre-ville où avec quelques centaines d'euros, vous allez pouvoir, j'allais dire 150 ou 200 euros, vous allez pouvoir raccorder tout un immeuble et que vous avez une ferme tout à fait isolée à 3 km de la plus proche habitation, vous voyez que les coûts ne sont pas les mêmes. Et pour pouvoir faire ces branchements et donc faire en sorte que tout le monde ait accès à la fibre, il va bien falloir trouver des outils de péréquation pour accompagner les investissements. Et alors Patrick Chaise, est-ce que ça vous inquiète, vous, cette progressive disparition du cuivre? Ah, pas du tout. J'allais dire même que c'est quelque chose qui me paraît assez naturel et assez responsable. Je crois que quelque part,
le passage du cuivre à la fibre optique, c'est une évolution technologique qui va faire que demain, le réseau de communication national sera la fibre optique. Et il n'y a rien de problématique en cela. Vous savez, en 2015, j'avais proposé déjà, lors d'un débat parlementaire, un amendement pour faire en sorte que dans les secteurs qui disposaient de la fibre optique, on ait un regard différent en termes de régulation. Parce que, donc Nicolas Guérin ne l'a pas dit, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le prix du cuivre, il est péréqué aujourd'hui. Il est péréqué en fonction du nombre d'abonnés. Si demain, par rapport à votre demande, il n'y a plus qu'un abonné qui veut du cuivre, c'est lui qui va porter la charge de l'ensemble du réseau. Donc vous voyez bien que le prix du cuivre va donc, de façon structurellement, monter pour faire en sorte qu'il puisse s'équilibrer. Ce qui sera insupportable, évidemment, par l'abonné qui voudrait garder cette technologie. Donc, de façon assez, là aussi, naturelle, eh bien, par la régulation, on va faire en sorte que ce réseau s'éteigne dans les meilleures conditions. Et je rejoins Nicolas Guérin pour dire que c'est un regard qu'on doit avoir collectivement. Orange a été l'opérateur historique qui avait donc le monopole de ce réseau, mais c'est un réseau national et on doit donc, à mon sens, collectivement trouver les bonnes solutions pour que tout le monde sorte gagnant-gagnant de cette opération. Est-ce que les prix ne risquent pas d'augmenter avec la fin du cuivre, Maxime Lombardini ? On est sur un marché où il y a beaucoup de concurrence. C'est la meilleure des garanties, je pense, sur les prix. Et d'autre part, comme le disait le sénateur Chaise, on ne peut pas entretenir durablement deux réseaux nationaux, un réseau cuivre et un réseau fibre avec le même nombre d'abonnés au bout, puisqu'il n'y a pas plus de Français qui vont prendre des accès. Donc non, je ne crois pas qu'il y ait de crainte sur une augmentation des abonnements, enfin, pas de la part de Free en tout cas. Réaction aussi là-dessus sur les prix ? La concurrence est exacerbée aujourd'hui. Regardez le prix moyen. Maxime Lombardini parlait. Comme vous avez l'air de tout faire tout bien ensemble, on peut se poser la question. Non. Bon, la concurrence est très très forte en France. Regardez ce qui se passe dans les autres secteurs. 2012, base 100, les tarifs des télécoms baissent de 40 points aujourd'hui, alors que le tarif de l'électricité, des transports augmente de 10 à 50 points. Donc on est le seul secteur d'infrastructure dont les tarifs se sont autant baissés. Et puis on parlait de comparaison avec l'international. Aujourd'hui, le prix moyen payé par un Français pour une offre multiplet, c'est 25 €. Américain, 94 €, allemand, 45 €, espagnol, 44 €. Donc on est sur des tarifs cette concurrence, d'ailleurs, Free a lancé l'offre Free Pro. Elle arrive aussi sur le marché des entreprises. Et je voulais noter aussi ce chiffre qui est sorti de l'Observatoire. C'est une entreprise sur 3 qui est désormais raccordée à la fibre optique. Merci à tous les trois. On ne peut malheureusement pas aller plus loin dans notre discussion. Merci à Patrick Chaise, sénateur de l'Ain, président de l'AVICA, à Maxime Lombardini, vice-président d'Iliad Free, et à Nicolas Guérin, président de la Fédération française des télécoms.